L'armée romaine était connue pour son armée efficace sur les champs de bataille, bien que perfectible. Bah oui, aucun système n'est parfait. Cette armée était aussi connue pour ses constructions, notamment les forts. Les auteurs antiques utilisaient des termes comme castra et son diminutif castellum pour parler des fortifications de l'armée romaine. L'archéologie a révélé que les fortifications romaines étaient de formes et de tailles diverses. Pendant tout le 1er siècle de notre ère, l'Empire romain est encore en pleine expansion et malgré des défaites et des échecs, ils n'ont jamais senti la nécessité de s'enfermer durablement derrière des murailles permanentes. Il y a eu des forts militaires aux marges de l'Empire, mais c'était tout autant des bases de départ pour des opérations militaires que des dispositifs de surveillance du territoire. La naissance de frontières fixes n'apparaît qu'au début du 2e siècle de notre ère. Il est possible qu'ils commençaient à avoir conscience qu'un point d'équilibre était atteint et qu'il fallait protéger l'acquis, mais ça, c'est une autre histoire. Revenons à nos forts. À la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ et au début du 1er siècle après Jésus-Christ, la plupart des forts sont probablement de grandes bases de campagne qui devaient accueillir une force composite de légionnaires et d'auxiliaires, et non des forts spécifiquement légionnaires ou auxiliaires. Par exemple, la forteresse de 56 hectares à Oberhaden, à 70 km à l'est du Rhin, a certainement accueilli non seulement plusieurs légions, mais aussi un grand nombre de soldats auxiliaires. À ce stade précoce du développement de l'Empire romain, les troupes étaient concentrées en un groupe d'armées prêtes à conquérir de nouveaux territoires. En l'an 9 de notre ère, l'armée commandée par Publius Quinctilius Varus, détruite lors du désastre de la forêt de Teutobourg, se composait de 3 légions, de 3 unités de cavalerie et de 6 unités d'infanterie auxiliaire. Ce massacre a participé à l'arrêt des campagnes. Ils renoncent rapidement à leur projet d'expansion dans les territoires situés à l'est du Rhin, mais ne met pas fin à l'expansion de l'Empire. Il y aura les campagnes de Britannia et de Dacie par exemple. Et le système du limes en Germanie fut créé. L'archéologie a révélé sur le Rhin inférieur, à Vechten et Velsen aux Pays-Bas, des forts qui abritaient probablement des garnisons composites destinées à soutenir la campagne augusto-tibérienne en Allemagne. Velsen en particulier a été identifié comme étant le castellum nommé Flevum, qui fut attaqué en 28 après Jésus-Christ par les Frisons dont il surveillait les terres. Ces dispositifs n'étaient donc pas invulnérables, tout comme l'armée romaine. La garnison romaine avait été placée là des années auparavant pour percevoir des impôts, ce qui n'a visiblement pas plu aux Frisons. L'auteur Tacite caractérise la garnison comme étant une bande de citoyens et d'alliés, ce qui semble indiquer des légionnaires citoyens ainsi que des auxiliaires pérégrins. Une tablette de bois, retrouvée dans le fort de Valkenburg aux Pays-Bas, indique la présence d'une cohorte de Gaulois à cet endroit. Des forts, plus tardifs, construits dans le dernier quart du 1er siècle après Jésus-Christ, comme à Salzbourg ou Vindolanda, ont été utilisés uniquement par des soldats auxiliaires. Ces forts auxiliaires étaient construits aux limites extrêmes de l'Empire, contrairement aux forteresses légionnaires qui étaient moins exposées. L'œuvre de l'auteur antique Pseudo-Hygin nous donne un aperçu des procédures utilisées par les géomètres militaires romains. Le texte décrit la manière d'aménager le campement temporaire, mais utilisé avec précaution, de nombreux détails et une grande partie du vocabulaire technique peuvent être transposés aux fortifications permanentes. Par exemple, il recommande que tout camp soit tertiata, soit en tiers. Les dimensions hypothétiques sont de 2400 par 1600 pieds, soit 36 hectares, et un ratio de 3/2. La plupart des forts romains ont adopté ce schéma de base. Ils pensaient que cette forme était la meilleure pour permettre à l'air frais de circuler. Qu'il eût raison ou non, les questions de la ventilation et de l'assainissement ont dû être prises très au sérieux lors de la construction des forts permanents. Bien que les premiers forts montrent une tendance à la forme carrée, elle évoluera vers un plan plus rectangulaire en doublant la profondeur de la zone arrière. Cette évolution a eu pour effet de créer 3 bandes distinctes de bâtiments. En règle générale, chaque fort possède 4 portes, une par côté, bien qu'il y eut des exceptions, sinon c'est pas drôle. Les circonstances particulières du fort de Odd Hill en Angleterre, niché dans l'angle d'un fort de colline datant de l'âge du fer, où il a utilisé le rempart celtique pour ses côtés nord-est et nord-ouest, les bâtisseurs n'ont pu créer que 2 portes.
En tant que point faible de tout système défensif, car c'est par ici qu'il serait préférable pour un adversaire éclairé d'essayer d'entrer, les portes étaient généralement flanquées de tours carrées ou rectangulaires. De lourdes portes en bois fermaient les portails. La porte principale, la Porta Praetoria, était souvent la seule porte d'entrée à double portail dans le fort. Pour cette raison, elle a probablement conservé une certaine importance cérémonielle et elle était souvent décorée d'une inscription commémorative. Les deux portes latérales étaient nommées Portae Principales. La voie qui les reliait était appelée Via Principalis car elle passait devant le quartier général, le Principia. Une porte arrière, la Porta Decumana, était normalement située au milieu du rempart arrière, d'où partait la Via Decumana qui montait jusqu'à l'arrière de la Principia. Le réseau de communication à l'intérieur du fort était complété par une route périphérique, la Via Singularis. Les forts étaient généralement protégés par un système de fossés et défendus par un rempart crénelé, avec des créneaux quoi. Les remparts étaient soit constitués d'un empilement de terre donnant l'impression d'un talus herbeux escarpé, ou d'un revêtement de bois retenant un noyau de terre. Nous n'avons malheureusement que peu d'indices sur la hauteur de ces remparts. Le célèbre texte de Jules César nous indique une hauteur de 12 pieds, ce qui donne 3,6 mètres en mesure moderne, ce qui est bien plus parlant, n'est-ce pas ? Malgré la nature organique de leurs matériaux, ces défenses pouvaient être permanentes mais à nécessiter un entretien constant. Plus tard, le talus de gazon a souvent été recouvert d'un mur de pierre et à partir du milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, les nouveaux forts étaient souvent construits en pierre dès le départ. Il ne s'agit pas d'une tendance universelle, car des forts ont continué à être construits en gazon et en bois. De même, la reconstruction de forts antérieurs en pierre n'a pas été motivée par une politique de rénovation à l'échelle de l'Empire, mais s'est faite petit à petit. Lorsque la pierre a fait son apparition dans le camp, c'était d'abord pour les bâtiments internes et non les murs. Les fortifications urbaines en pierre, comme celle de Nîmes ou d'Autun, utilisaient depuis longtemps ce matériau. Le bâtiment du quartier général du fort auxiliaire, nommé Principia, était le point central de chaque fort. Conçu comme une version réduite de son homologue légionnaire, il comprenait une cour pavée, souvent entourée de passerelles à colonnades et une rangée arrière de pièces flanquant un sanctuaire central et souvent en face d'une longue salle transversale. Un élément standard de la cour semble avoir été un puits pour garantir qu'il y avait une source d'eau sûre dans le fort. Les Principia incorporaient souvent une basilique qui s'étendait sur toute la largeur de la cour. C'est là que le commandant du fort s'acquittait de ses diverses fonctions officielles et judiciaires et présidait aux pratiques religieuses. Derrière la basilique s'étendait une série de pièces, dont la pièce centrale était le sanctuaire où étaient conservés les étendards sacrés de l'unité. L'édifice avait clairement une connotation religieuse, comme le montrent les découvertes fréquentes d'autels lors des fouilles. Les porte-étendards de l'armée romaine avaient également des responsabilités financières et, dans de nombreux forts, une chambre forte était creusée sous le sol du sanctuaire, soit en surélevant la pièce, comme à Soufschild, soit en creusant un sous-sol, comme à Vindolanda, pour protéger les fonds officiels et les économies du soldat. Les autres pièces étaient peut-être des bureaux, les tabularia, occupés par divers soldats spécialisés traitant la montagne de documents que chaque unité générait. Les hommes étaient répartis dans des bâtiments par chambrées de 8 soldats où ils dormaient et aussi stockaient leurs armes, vêtements et autres équipements. Ils pouvaient aussi manger, ce qui est plutôt une bonne chose vu leur programme journalier qui était costaud. Les seuls autres bâtiments que l'on trouve régulièrement dans les forts sont les bâtiments de stockage de la nourriture justement, qui auraient contenu des rations pour 1 an ou même plus. Le sol était surélevé, les murs extérieurs avaient des ouvertures de ventilation au niveau du sol pour permettre à l'air de circuler librement sous le bâtiment. Nous n'avons aucune idée de la façon dont la nourriture était stockée. Certains ont suggéré que des trémies en bois bordaient les murs pour transporter le grain en vrac qui constituait la ration de base des soldats. Mais ce grain aurait été plus facile à manipuler dans des sacs et d'autres nourritures étaient probablement stockées dans le même bâtiment. Outre les céréales, qui étaient normalement cuites en pain, les soldats recevaient une ration de sel, d'huile ou de saindoux. La grande question que tout le monde se pose, c'est « et la bière ?» Parce qu'ils ne buvaient pas que de l'eau les types. Mentionnée sur les tablettes de Vindolanda, elle nécessitait peut-être d'être stockée dans le grenier. Il est bien connu que les légions, avec leur plus grand nombre de spécialistes, incorporaient systématiquement un hôpital dans leur forteresse, avec du personnel médical. Il aurait été impossible, pour la plupart des unités auxiliaires, de maintenir le même niveau de service. Mais certains forts, plus grands, semblent avoir eu des bâtiments hospitaliers et du personnel médical. L'une des tablettes de Vindolanda mentionne un hôpital
peut être en cours de construction car la tablette enregistre l'affectation d'hommes à diverses tâches de construction. En 179 après Jésus-Christ, les hôpitaux militaires auraient pris la forme d'une cour centrale entourée de pièces individuelles, comme les hôpitaux légionnaires mais en miniature. De tels bâtiments ont été identifiés à Wallsend et à Hawstead, où la pierre tombale d'un médecin de 25 ans a été trouvée. Il n'existe pas de preuves concluantes, mais les deux bâtiments comportaient un système d'eau courante et une latrine, deux éléments indispensables à un hôpital. Cependant, aucun des deux sites n'a produit d'instruments médicaux comme à Salzbourg ou à Zugmantel. Outre les blessures au combat et les maladies qui affectaient les personnes vivant à proximité les unes des autres, les troubles oculaires sont malheureusement très courants et point de lunettes, donc imaginez la galère pour ces personnes. L'une des tablettes de Vindolanda, qui est un rapport d'effectifs datant d'environ 95 après Jésus-Christ, énumère 15 hommes malades, 6 blessés et 10 souffrant d'inflammation oculaire. La plupart des forts étaient dotés de bains publics pour les troupes. Il est rare que ces bâtiments soient situés à l'intérieur des remparts, et c'est peut-être le risque accru d'incendie qui a conduit à les implanter à l'extérieur des murs. Il y avait ainsi peut-être aussi un désir de séparer la routine militaire de l'atmosphère de loisirs des bains. Afin d'intégrer un système d'hypocauste, non seulement sous le sol mais aussi dans les cavités murales, les bains publics étaient généralement construits en maçonnerie, même lorsqu'ils s'étaient associés à un fort en tourbe et en bois. Cela avait l'avantage supplémentaire d'empêcher la détérioration due à l'humidité et de maintenir une température constante dans les différentes pièces. Mais le hall d'entrée, le vestiaire, n'ayant pas besoin de chauffage, il était souvent ajouté en bois. Mais qu'en est-il de tous ces forts aujourd'hui ? La plupart des forts romains n'ont laissé aucune trace au-dessus du sol. Certains ont été identifiés grâce à des techniques de reconnaissance aérienne par lesquelles une ancienne perturbation du paysage se révèle, parfois une décoloration ou une croissance différente des cultures. Un phénomène qui ne peut réellement être observé qu'une fois en haut. D'autres sites subsistent sous forme de plateformes aplaties et de systèmes de fossés à peine détectables. Encore une fois, mieux vaut observer d'un point d'observation élevé. Les archéologues ont étudié bon nombre de ces sites, de sorte que, lorsque les preuves n'ont pas été entièrement effacées par une activité ultérieure, nous avons une idée de ce qui existait autrefois sur le site. Il est rare qu'un site soit si bien préservé, de sorte que le visiteur puisse facilement discerner les vestiges antiques et imaginer le fort à son apogée. Certains se trouvent le long du mur d'Adrien, sur les sites bien connus de Hawstead ou de Chesters. Sur de nombreux autres sites, des caractéristiques clés ont été consolidées pour les visiteurs ou même reconstruites pour aider notre interprétation. Certains des meilleurs exemples sont le long de la frontière entre la Haute-Allemagne et la Russie, où ils sont souvent associés à un excellent musée comme à Salzbourg ou à Hallen. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter.